Jordan Bardella est l'invité du 20h. Bonsoir. Bonsoir Madame Salamé, bonsoir aux Françaises et aux Français qui nous regardent. Merci d'être notre invité ce soir. On a évidemment beaucoup de questions à vous poser sur ce livre, sur l'actualité également. Mais commençons, si vous le voulez bien, parce qu'il y a eu ce coup de théâtre à l'Assemblée nationale. Pour la première fois, vous avez réussi, le Rassemblement national, Marine Le Pen, a réussi à faire voter un des textes que vous proposiez à une voix près, mais c'est la première fois. Il s'agit d'une résolution pour dénoncer l'accord franco-algérien de 68. C'est une victoire symbolique pour le Rassemblement national, mais sur le fond du sujet. Casser l'accord de 68 avec l'Algérie, c'est afficher une ligne de fermeté, une ligne qu'a défendue Bruno Retailleau quand il était ministre de l'Intérieur et ça n'a pas marché. Boualem Sansal est toujours en prison dans les geôles de l'Algérie et sa santé va mal. Le journaliste Christophe Glaise également, et l'Algérie ne reprend toujours pas les OQTF qu'on veut lui renvoyer. Alors sur le fond, cette ligne de fermeté, est-ce qu'elle est efficace ? La France doit reprendre le contrôle de sa politique d'immigration et les Français doivent reprendre le contrôle de leur destin. Sur le plan migratoire, l'accord de 68 qui a été passé entre la France et l'État algérien facilite l'immigration algérienne en France en facilitant d'abord l'octroi de visas, en facilitant l'installation de ressortissants algériens sur le sol français et évidemment en facilitant une immigration qui est une immigration à la fois de peuplement et une immigration de regroupement familial. Depuis maintenant plusieurs années, depuis plusieurs mois de manière un peu plus significative, les Français voient un petit peu ébahi le régime algérien multiplier les provocations à l'égard de la France et notamment à l'égard de ces OQTF, c'est-à-dire des gens qui sont présents sur le sol français, qui ont une obligation de quitter le territoire français et qu'Alger ne souhaite pas récupérer. Vous soulignez que Bruno Retailleau a eu dans les mots des positions extrêmement fermes, mais dans les actes, il ne s'est rien passé. Nous plaidons non seulement pour la suspension de cette convention avec l'Algérie, nous l'avons obtenue aujourd'hui par un vote du Parlement et de l'Assemblée nationale, et ce soir, je demande au président de la République et à son Premier ministre... Parce que ce n'est pas contraignant ce que vous avez voté aujourd'hui. C'est symbolique, mais ce n'est pas contraignant. C'est le président de la République qui peut changer les choses concrètement. J'ai entendu sur votre plateau il y a quelques jours, il l'a répété à plusieurs reprises, le Premier ministre, M. Lecornu, indiquait qu'il n'avait pas de majorité et qu'il serait à l'écoute du Parlement. Le Parlement, qui est la maison du peuple français, s'est exprimé. Et le Parlement, aujourd'hui, demande, par la voie de cette résolution, à l'initiative du Rassemblement national, qui a été adoptée, c'est historique, au Premier ministre et au Président de la République de prendre acte et de rompre ces facilitations qu'ont les ressortissants algériens. Encore une fois, je ne vise personne, mais la France doit reprendre le contrôle de sa politique d'immigration. Et au-delà de ça, aucun des grands leviers qui doivent permettre à notre pays de se protéger de ce type de gouvernement qui font du chantage, notamment sur l'immigration, n'ont été enclenchés. Et nous sommes évidemment pour une fermeté diplomatique à l'égard du régime algérien. On verra si Emmanuel Macron reprend et casse l'accord de 68 et on verra si cette ligne de fermeté marche ou pas avec l'Algérie. Évidemment, ce livre, à présent, que vous présentez comme le journal intime d'un pays mêlant colère sourde, lassitude et incompréhension. Vous êtes allé voir, crayon et carnet à la main, c'est en tout cas ce que vous dites, des Français choisis. Il y a Bernard le pêcheur, Olivier le boulanger, Corrado le restaurateur, François l'agriculteur, Pascal la magistrate. Ce livre paraît à 1 an et demi de l'élection présidentielle. C'est quoi? C'est un livre-programme? C'est le livre d'un candidat? Tout ce que les Français m'ont dit, j'ai voulu l'écrire. Ça fait plusieurs années que je suis engagé dans la vie politique, un peu plus de 10 ans. Et au gré des campagnes électorales, je regarde ce divorce entre le monde politique et la vraie vie, la vie des Français, entre ce que pensent beaucoup de nos compatriotes. Et j'ai le sentiment que cette France qui est travailleuse, cette France qui se lève tôt, cette France des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs, des restaurateurs, des magistrats, des policiers, des militaires, toute cette France qui fait tenir notre pays debout, eh bien très souvent les dirigeants politiques l'entendent mais ne l'écoutent pas. Eh bien moi j'ai voulu lui donner la parole avec ce livre et donc je recueille dans cet ouvrage toutes les confidences que me font les Français avec beaucoup de simplicité, beaucoup de sincérité et j'ai voulu donner la parole à cette France-là. Le livre s'appelle « Ce que veulent les Français », mais est-ce vraiment tous les Français? Les Français que vous avez choisis, ces 20 portraits, eh bien c'est quand même des gens qui sont tous très proches des thèses et des positions du Rassemblement national, qui les valident quasi tous. Par exemple, quand vous faites le portrait d'une magistrate, eh bien il se trouve que c'est une magistrate qui est aujourd'hui députée européenne de votre parti. Il y en a une sur 20. Est-ce que vous reconnaissez tout de même avoir choisi des profils de Français qui vous sont acquis ou pour le moins qui ne vous sont pas hostiles? Et est-ce que c'est ce que veulent les Français ou est-ce que c'est ce que veulent les Français qui pensent comme vous? Je m'attendais à votre question, elle est naturelle et elle est légitime. Bien sûr, quand on accepte
le président du Rassemblement national pendant 2 jours sur son exploitation agricole ou sur son bateau de pêcheur, ou qu'on accepte de se confier dans l'intimité. Je raconte ces tête-à-tête très intimes que j'ai pu avoir avec les Français, que l'on n'entend plus, dont on a le sentiment que la voix est toujours éteinte par des décisions totalement hors sol. Évidemment que les Français qui m'ont accordé leur confiance ne sont pas hostiles à ma présence, en tout cas dans une dimension extrême. Mais personne ne peut prétendre parler au nom de tous les Français. Mais en tout cas, ce que je dis... Ça n'aurait pas été plus stimulant, c'est une question même intellectuelle, ça n'aurait pas été plus stimulant d'aller voir des Français qui ne sont pas d'accord avec vous sur l'immigration, sur l'Union européenne, pour avoir ce débat aussi et entendre ce que vous avez à leur dire. Soyons clairs, les Français à qui j'ai donné la parole et dont j'essaie d'exprimer modestement les confidences ne votent pas tous pour le Rassemblement national. Je ne me suis pas intéressé au vote des Français. Ce qui m'a intéressé, c'est eux, c'est leur vie, c'est leurs sentiments, c'est cette déconnexion qu'il y a aujourd'hui entre ce qui se décide à Paris et ce que veulent les Français. Et je note, moi, que beaucoup de nos compatriotes aujourd'hui ne se reconnaissent plus dans les décisions qui sont prises à Paris. Et quand on voit ce spectacle politique depuis 1 an et demi, notamment à travers ces accords politiciens, eh bien, beaucoup de gens qui se lèvent le matin, qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, qui sont très inquiets pour leur propre sécurité, mais aussi celle de leurs enfants, eh bien, cette France-là, c'est vrai, se sent parfois représentée par des mouvements politiques comme le mien qui contestent le fonctionnement aujourd'hui de ce système, mais j'ai voulu, avec beaucoup de modestie, leur donner la parole et esquisser aussi des solutions parce que notre pays a besoin d'apaisement. Et je me suis posé une question simple, Madame Salamé. Qui écoute aujourd'hui les Français? Qui tend l'oreille aujourd'hui aux souffrances, aux douleurs, aux inquiétudes de nos compatriotes? Eh bien, avec beaucoup d'humilité, j'ai souhaité faire ce travail-là parce que je pense qu'on ne peut pas porter un bon projet pour le pays qui corresponde aux attentes des Français si on n'est pas en capacité de les écouter. Et le premier devoir d'un homme politique, c'est d'écouter ses compatriotes. Alors, il y a les paroles, comme vous disiez sur Bruno Retailleau, et il y a les actes. La plupart des Français que vous interrogez dans ce livre vous disent on croule sous les impôts et sous les taxes. Vous dites aussi il faut baisser les impôts. Et en même temps, Jordan Bardella, vous voulez un nouvel impôt sur la fortune financière. Vos députés du RN viennent tout juste de voter une taxe sur les multinationales avec les Insoumis, un texte qui fait explicitement référence aux altermondialistes d'attaque. Vous avez voté aussi une taxe sur les superdividendes. Vous dites il ne faut pas voter, il ne faut pas augmenter les impôts. Vous dites je suis pro-business, vous allez voir le MEDEF, et dans les faits, vous voulez augmenter les impôts. Je m'inscris en faux avec votre question pour une raison très simple. C'est que les Français qui nous regardent ce soir, et notamment nos chefs d'entreprise qui payent beaucoup trop d'impôts et qui doivent absorber beaucoup trop de taxes, qui passent beaucoup trop de temps à gérer de la paperasse. Et je parle de... Vous avez cité François, l'agriculteur, qui me raconte qu'aujourd'hui, sur une semaine de travail, il passe 2 jours et demi dans son bureau à absorber de la paperasse administrative et à devoir remplir des CERFA. Mais cette France-là, elle ne conçoit pas qu'elles doivent payer 25% d'impôts sur les sociétés quand des multinationales étrangères, comme McKinsey, comme les GAFAM, eh bien, extraient les bénéfices qu'ils font en France pour aller les loger dans des États aux États-Unis où il n'y a pas de fiscalité et donc détourner l'impôt sur les sociétés. Donc, on ne parle pas d'une taxe. On parle de mécanismes qui permettent de lutter contre la fraude fiscale. Et pourquoi est-ce que je veux lutter à la fois contre la fraude sociale et la fraude fiscale de ceux qui ont les moyens de frauder, madame? C'est précisément pour permettre de rendre du pouvoir d'achat à la France du travail, à la France des classes populaires, à la France des classes moyennes. Et vous ne dites pas non plus que dans ce que nous avons défendu à l'Assemblée nationale, et je m'en réjouis, nous avons proposé la baisse de 20 milliards d'euros des impôts de production, qui sont 2 fois plus élevés que chez nos partenaires européens. Or, la France a besoin qu'on soit du côté des entreprises, du côté des créateurs de richesse, parce que sinon, on n'affrontera pas le mur de la dette uniquement en baissant la mauvaise dépense. Mais votre impôt sur la fortune financière, c'est une nouvelle taxe pour ceux qui nous écoutent. C'est un remplacement de la taxe d'habitation, parce que nous sommes extrêmement attachés à la transmission de notre pays, et nous souhaitons que les Français puissent rester propriétaires de la Maison France. Par conséquent, nous faisons le choix, c'est vrai, de sortir non, pas du tout, de sortir la fiscalité, la résidence principale, qui est aujourd'hui compris dans l'impôt sur la fortune immobilière, pour, c'est vrai, porter une fiscalité sur un impôt sur la fortune financière qui reprend les anciens seuils de l'ISF, mais qui touche des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont des actions. Donc, on n'est pas du tout, si vous voulez, dans une taxation confiscatoire à la Zuckman. Moi, je rejette l'ensemble de ces mécanismes qui sont des mécanismes communistes et qui visent à priver les Français, et notamment nos chefs d'entreprise, eh bien, de leurs moyens de production. Donc, je défends la paix fiscale. Et si demain, je suis Premier ministre, et si demain, nous sommes à la tête du pays, nous envisageons évidemment des baisses d'impôts sur les classes populaires, les classes moyennes, et évidemment sur les entreprises. Parce que... on a besoin de nos entreprises. La taxe Zuckman, vous en parlez vous-même, elle sera examinée demain à l'Assemblée nationale. Elle veut taxer, on le rappelle, de 2% les ultra riches. C'est une folie, dites-vous.
Pardon, Jordan, vous ne le disiez pas, il y a quelques mois, en février dernier, cette même taxe Zucman avait été proposée et les députés du Rassemblement national se sont abstenus. Oui, donc ils ne l'ont pas voté. Oui, mais ils se sont abstenus. Oui. Aujourd'hui, vous votez contre, votre position a changé en 8 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas du tout. La taxe Zucman, qui est portée par un économiste proche de la gauche et de l'extrême gauche, Gabriel Zucman, qui a micro ouvert sur l'ensemble des plateaux de télévision, avec pas beaucoup de contradictions de la part de chefs d'entreprise qui savent comment fonctionne aujourd'hui la vie économique du pays. Elle consiste à taxer des projections économiques. Vous êtes un chef d'entreprise, vous montez une start-up dans l'intelligence artificielle ou dans la tech, vous faites de la levée de fonds, vous allez donc devoir, même si votre entreprise n'est pas rentable, vous soumettre à un impôt qui est non seulement confiscatoire, mais qui va entraîner des fuites de cerveau et des fuites de talent dont notre pays a besoin. Donc, non seulement je suis opposé à la taxe Zucman, mais même dans sa version allégée, qui est portée aujourd'hui par le Parti socialiste, avec qui M. Macron est prêt à toutes les compromissions pour rester au pouvoir et pour maintenir son camp au pouvoir, aura des conséquences dramatiques pour l'économie française. Le projet de la gauche et le projet de M. Zucman, c'est de transformer la France en Venezuela sans le pétrole. Ça n'est pas mon projet. Nous avons besoin de nos entreprises, nous avons besoin de nos talents et nous avons besoin que les créateurs de richesses restent en France. Par conséquent, j'y suis évidemment opposé. Il y en a un qui a sa solution. Il a pris une tronçonneuse face à la bureaucratie. Là aussi, ils parlent beaucoup, vos personnages, vos Français que vous avez rencontrés, d'ailleurs, qui ne sont pas des personnages, qui sont des vrais Français. Il parle beaucoup de crouler sous la bureaucratie, sous les normes et la paperasse, vous le disiez. Javier Milei qui a pris la tronçonneuse pour couper drastiquement dans les dépenses et dans les services publics aussi de son pays. C'est un exemple assumé pour votre allié, Éric Ciotti, qui dit clairement « Moi aussi, je veux prendre la tronçonneuse pour couper dans la dépense publique française ». Éric Ciotti est votre allié. Est-ce que vous peut-être demain, si vous arrivez au pouvoir, vous allez gouverner avec lui. Est-ce que vous prendrez la tronçonneuse? Les Français sont extrêmement lassés, fatigués par cette bureaucratisation excessive, à la fois de l'économie, mais aussi de la vie publique. Si demain, on est à la tête du pays, et si demain, les Français m'accordent leur confiance pour devenir Premier ministre, je ne sortirai pas la tronçonneuse, je prendrai des décisions extrêmement claires, des décisions très claires. D'abord pour décréter une pause normative. Il y a beaucoup trop de normes aujourd'hui qui pèsent sur nos chefs d'entreprise, qui constituent ce que j'appelle un impôt de papier. Vous savez, il y a l'impôt qu'on paye chaque mois à l'administration, et puis il y a un impôt qui ne dit pas son nom. Cet impôt, c'est l'impôt papier, c'est l'impôt paperasse, qui nous coûte 4% du PIB, 60 milliards d'euros par an, et qui pèse aujourd'hui très lourd à la fois sur nos chefs d'entreprise, mais aussi sur les Français qui travaillent et qui ne supportent plus cette addition de normes. Donc, non seulement nous allons simplifier l'économie française, mais nous allons également débureaucratiser l'administration. Il y a 1200 à 1900, selon certains rapports parlementaires, opérateurs publics qui sont aujourd'hui des agences publiques, qui coûtent beaucoup d'argent et qui bien souvent font doublon avec les compétences du ministère. Comment est-ce que les Français qui nous regardent ce soir peuvent entendre, comprendre qu'en pleine crise sanitaire, la France, le gouvernement de la France, soit en guerre contre une épidémie mondiale et que de l'autre, des agences régionales de santé qui ne répondent pas aux consignes du ministère soient contraintes de fermer des lits d'hôpitaux. Tout ça est invraisemblable pour beaucoup de gens. Mais la tronçonneuse, ça sera le stylo avec lequel je signerai des décrets dès mon arrivée à Matignon. Et ce seront les projets de loi que je mettrai en œuvre ou que je demanderai à mon ministre de l'économie de porter à l'Assemblée nationale pour simplifier notre économie, pour débureaucratiser la France et pour rendre le pouvoir non seulement aux politiques qui ont été élus par les Français, mais aussi évidemment pour simplifier notre économie. Est-ce que vous prendrez le stylo pour abroger la réforme des retraites ? Nous avons été extrêmement clairs sur ce sujet. La réforme Vous avez un peu changé. C'est-à-dire que vous vouliez l'abroger, la réforme Borne, et ensuite, après la dissolution, vous avez dit, face au mur de la dette, on verra dans un deuxième temps. Donc là, on en est où? Les Français connaissent l'état de nos finances publiques. Moi, je ne mens pas aux Français. En revanche, je dis aux Français, il y a eu de l'insincérité dont sont gérés les comptes de l'État. Et je suis certain que si demain nous arrivons à la tête du pays, les déficits, non seulement que nous allons découvrir, seront sans doute beaucoup plus graves, y compris sur le déficit de la sécurité sociale, qu'ils ne le sont aujourd'hui. On peut prendre l'exemple de l'impôt sur le revenu, dont on voit que année après année, entre les projections qui sont faites sur l'impôt qui va être prélevé sur les Français et la réalité de ce qui est prélevé, s'accroît chaque année parce qu'il y a de l'insincérité dont sont gérés les comptes. J'ai été très clair sur la réforme des retraites. Il nous faut
faire en sorte que la France qui a commencé à travailler tôt, la France des travailleurs manuels, celle des ouvriers dont je parle dans ce livre, puissent partir à la retraite en bonne santé. Et ces carrières longues-là, elles doivent pouvoir partir à 40 annuités, je l'ai dit. Au-delà, il y a une progressivité qui se met en place. Et pendant l'élection présidentielle de 2022, nous avions défendu une réforme qui consistait à 42 annuités et un âge de départ légal à 62 ans. Borne, parce que pour l'instant, elle est suspendue. Nous ferons en sorte que ceux qui ont commencé à travailler très tôt puissent évidemment partir beaucoup plus tôt. Parce que cette France-là, nécessairement, ça impose une révision totale du système de fonctionnement des retraites. Mais je veux dire, on affrontera le mur des retraites si on pousse aussi nos jeunes à rentrer plus tôt sur le marché du travail. Et j'en parle dans ce livre. Et vous parlez aussi des jeunes dans ce livre. Les Français que vous rencontrez, et même vous dites beaucoup de mal des réseaux sociaux, je vous cite, qui exacerbent les violences et affaiblissent les facultés cognitives des jeunes. Vous écrivez que l'utilisation quotidienne de TikTok incite à la surenchère et altère la concentration. Vous voulez limiter les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Emmanuel Macron veut les interdire. Mais vous-même, il y êtes très actif sur TikTok, Jordan Bardella, réseau social chinois, où vous avez construit une part de votre popularité dans la jeunesse. N'y a-t-il pas là un paradoxe? Si c'est un lieu de violence et de surenchère, pourquoi y êtes-vous autant? Ne faut-il pas donner l'exemple? J'utilise l'ensemble des réseaux de communication et d'expression qui me permettent de parler aux Français. Et si j'aime autant l'écriture et si je me suis piqué pour ce livre et pour parler de ce que les Français m'ont dit, c'est parce que le livre permet encore ce temps long, ce que ne permet pas aujourd'hui un réseau social comme TikTok, qui consiste de manière très courte, dans des formats très brefs, de diffuser des extraits de nos interventions médiatiques. Mais je pense que les réseaux sociaux sont un vrai sujet de santé publique, qu'ils seront demain et après-demain un véritable défi pour l'éducation de nos jeunes. Et moi, je suis favorable à ce que l'école, notamment, devienne une zone de sobriété numérique et que les téléphones portables, et je le ferai demain si je suis à la tête du gouvernement, soient totalement interdits à la fois au collège, mais aussi au lycée. Vous ne voulez pas les interdire au moins de 15 ans? Je pense qu'il faut les interdire, évidemment, au moins de 15 ans, mais qu'il faut aussi que l'école redevienne une zone de sobriété numérique. Mais je veux dire, à mon époque... J'ai 30 ans, mais oui, il y a encore 10 ans, vous passiez 1h30 à regarder une vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, quand vous êtes sur un format qui est plutôt TikTok ou Instagram, vous restez quelques secondes et votre cerveau ne s'habitue plus au temps long. Et moi, je tiens à écrire parce que je veux aussi ce plaidoyer pour l'écriture, pour la lecture et pour que les Français, et notamment les jeunes générations, puissent être sensibilisés aux dégâts que peuvent faire les réseaux sociaux. Deux, trois petites questions encore. Vous aviez proposé il y a un an avec votre groupe au Parlement européen de donner le prix Sakharov, l'équivalent du prix Nobel du Parlement européen, à Elon Musk au nom de sa défense de la liberté d'expression. Elon Musk qui prône zéro régulation des réseaux sociaux, que vous voulez célébrer tout en disant qu'il faut faire attention aux réseaux sociaux et à ce qu'ils inculquent à nos jeunes. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une contradiction? Nous avions proposé Elon Musk au prix Sakharov, qui est un prix remis par le Parlement européen pour son goût pour l'esprit critique et pour son goût pour la liberté d'expression. Maintenant, je suis favorable évidemment à ce que les réseaux sociaux, notamment pour les plus jeunes, soient évidemment encadrés, qu'ils soient interdits au moins de 15 ans et qu'on puisse notamment protéger l'espace public. Et je pense à l'école. L'école doit redevenir un sanctuaire exigeant, à la fois où les querelles des hommes n'entrent pas, mais où l'autorité, le savoir et les enseignements fondamentaux sont aujourd'hui remis au goût du jour. Je fais le portrait, je dresse le témoignage dans ce livre d'une enseignante de banlieue parisienne qui, tous les jours, est confrontée à la violence dans son école. Et moi, je veux évidemment avoir aujourd'hui un mot pour l'ensemble de nos enseignants qui enseignent dans des conditions de plus en plus difficiles et qui sont confrontés à une violence qui désormais n'épargne aucune ville, aucun village et désormais même les enceintes de la République française. Jordan Bardella, dans vos pérégrinations à travers la France, est-ce que vous avez rencontré des Français qui vous disent on aurait bien essayé le Rassemblement national, mais on a des doutes sur votre capacité à tenir le pouvoir quand on voit qui vous avez investi aux dernières législatives. Vous-même avez reconnu des erreurs de casting, des candidats caricaturaux, aux propos limites. Et est-ce qu'il y en a qui vous disent on vous aime bien, Jordan Bardella, mais on a des doutes sur votre âge, 30 ans pour diriger une puissance mondiale comme la France, et sur le fait que vous soyez peut-être inexpérimenté? Je pense que les Français sont un petit peu revenus de cette expertisation de la vie publique. Depuis 30 ans, les gens qui, autoproclamés comme experts, se partagent le pouvoir, ont mis notre pays et mon pays dans une situation extrêmement difficile. Et moi, je sens dans le pays, malgré toutes les critiques qu'il peut y avoir sur le moment présent et les difficultés que vivent les Français, une énergie, des talents, des atouts considérables pour ce pays qui est peut-être le plus beau pays du monde. Alors, je n'ai pas fait le portrait, en l'occurrence, de ces Français-là dans le livre parce qu'il est très difficile de tout résumer en 20 portraits. Mais en revanche, l'honnêteté m'oblige à vous dire que je rencontre souvent des Français qui partagent mes idées, qui partagent les idées du Rassemblement national, mais qui ont encore des doutes et des craintes sur ce que nous souhaitons faire. Et c'est pour ça que je dis aux Français, lisez-moi,
allez voir ce qu'on propose et ensuite vous pourrez vous faire un avis par vous-même. Ce que je note, c'est que sur un certain nombre de sujets, Madame Salamé, beaucoup de Français se disent très certainement, si on les avait écoutés, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. À 30 ans, vous vous sentez capable d'être président de la République ? C'est pas la question aujourd'hui. Je fais à 30 ans ce que je devrais faire à 50 en réalité. Et ceux qui me disent aujourd'hui que c'est trop tôt pour devenir Premier ministre sont peut-être les mêmes qui me diront demain que c'est trop tard. Le livre s'appelle « Ce que veulent les Français », c'est chez Fayard. Merci Jordan Bardella d'avoir été notre invité ce soir.